Eh bien, merci. Alors, dans le temps qui m'est imparti, il faudrait que je coupe toutes mes notes, parce que en général, j'ai un certain nombre de notes, et je ne suis pas sûr de pouvoir m'y résoudre. Alors, Devant ma mère est peut-être, à mon sens, l'œuvre la plus embarrassante de Paché. Celle qui lui valut d'abord ce qui le peina à l'incompréhension de Claude Lefort, avant que ce dernier ne fît presque in extremis amende honorable. Celle qu'il accepta de faire figurer au programme du séminaire, moins, je crois, pour bénéficier de nos lumières, que parce qu'il avait obtenu la participation du neurobiologiste Jean-Paul Tassin, par le truchement, si je ne m'abuse, et si, malgré mon grand âge, je puis me fier encore à mon souvenir, de Florence Dumorat, qui me préside, comme elle dit, et donc qui pourra infirmer mon propos. Embarrassante au moins un double titre. D'abord parce que sans embâche, Paché se tient devant sa mère, je reviendrai sur cette expression, sa mère désormais centenaire, qui depuis quelques années semble ne plus le reconnaître, ne sourit pas, ou presque plus, ce qui est évidemment un point très important pour Paché, puisqu'il met une grande importance dans le sourire à propos de la manière dont on reconnaît effectivement les autres. Aussi lui dit-elle, au début même de cette période, « Tu sais, je ne reconnais plus personne ». Commentaire entre parenthèses, phrase terrible. Donc sa mère qui ne manifeste plus à son endroit, à sa venue, à sa présence, aucun signe de connivence, d'affection, ni même, dit-il, de familiarité. Et qu'il s'efforce d'en retracer avec rigueur la décrépitude, d'autant plus poignante, c'est une expression à lui, qu'il dresse par petites touches le portrait de celle qu'elle était. Du pétillement malicieux de son regard, de sa farouche volonté d'indépendance, de la connivence humoristique ou de la tendresse moqueuse qu'il a liée à son fils et qu'il ne peut plus évoquer qu'avec une pointe de nostalgie. Ensuite, parce qu'à l'évidence, peut-être simplement pour moi d'ailleurs, mais ce livre touche, me semble-t-il, à des problèmes philosophiques fondamentaux. L'être au monde avec les autres, ou le non-être au monde avec les autres. Oui, je m'excuse, mais c'est comme ça que causent les philosophes. Et à preuve, cette formule terrible, dit-il, enfin, cette formule terrible qu'il emploie, elle est devenue le monde, qui souligne assez justement la désorientation qu'elle endure, ou encore, dit-il, l'étendue dans laquelle elle réside, où elle est allongée ou assise. Je ne saurais la nommer espace ou temps, ça n'est pas orienté, ne conduit nulle part, pas même vers la mort. La mort d'ailleurs, dont au demeurant, le sens se perd, comme il le souligne. Donc l'être au monde avec les autres, ou le non-être au monde avec les autres, l'incidence de la parole ou de son émiettement sur cet être ou non au monde avec les autres. Mais justement, si le propos se trouve à l'occasion côtoyer la philosophie, voire s'étayer sur elle, et proposer comme, je cite, un essai de philosophie-fiction, comme on parle sans doute de science-fiction, pour autant que son auteur en est fort averti et qu'elle irrigue la langue française, il a bien soin de n'en pas être encombré, de la tenir à distance narquoise et de n'y prendre appui qu'en s'en dégageant. Je cite simplement justement pour la distance narquoise, comme si ce que nous nommons esprit était cette substance, entre parenthèses, disons. Bon, évidemment, c'est le terme cartésien qui est... Pourtant, me dis-je, entre parenthèses, je l'écris pour le cas où un spécialiste de philosophie passerait par là, la référentialité, entre guillemets évidemment, la référentialité est ratée, la phrase ne touche pas à l'état des choses, entre guillemets également, donc c'est toujours comme ça que causent les philosophes. Ou du moins les spécialistes de philosophie, c'est peut-être deux choses. Alors, il ne s'y appuie évidemment donc qu'en s'en dégageant. Je donnerai comme exemple effectivement ce qu'il dit sur l'impression si forte, dit-il, que lui avaient faites les thèses de Derrida, mais non pas au point évidemment de s'y assujettir. Je cite, « Elle, c'est-à-dire la parole écrite, ce que Derrida appelle l'écriture, est antérieure et intérieure, admettons. Reste qu'elle est faite pour vibrer dans l'air, que c'est là son élément. Je dirais d'un mot, c'est comme s'il ménageait envers la philosophie, mutatis mutandis, la même, je cite, distance amusée et discrètement coquette qu'elle, sa mère, a toujours gardée envers les choses de l'amour. Une distance intacte, toujours vibrante. Et un peu plus loin, la conviction
que la vie sensuelle, que je ne l'ai jamais entendue condamner, n'était pas pour elle. D'une certaine façon, il me semble que son rapport à la philosophie est assez analogue à ce qu'il dit là. Aussi bien, Pachet place délibérément sa démarche sous le signe de l'observation. L'observation in vivo, dit-il. Non pas exactement scientifique, mais je dirais plutôt clinique et participative, en ayant auprès d'elle, devant elle plutôt donc une présence active, sous le signe, je dirais, d'un reportage, d'une description aussi rigoureuse et scrupuleuse que possible, fût-elle cruelle, de ce qu'il appelle les formes visibles qu'a prises cette détérioration. Or, à qui les scrute comme il sait le faire, ces formes visibles, et d'ailleurs surtout audibles, ne livrent pas seulement les pentes selon lesquelles s'effectue cette déperdition et ses étapes successives, mais aussi l'extraordinaire attestation d'une résistance sans fin. Non pas le récit d'une extinction, mais le témoignage de l'incroyable puissance de la vie mentale, c'est une citation, d'une indéfectible passion du langage, cette passion du langage qui est à la fois subie comme une tyrannie, le terme revient 3 fois dans le livre, et j'y reviendrai évidemment, mais je dirais en gros, pour résumer d'un mot mon propos avant que celle qui me préside me coupe, que ce n'est pas seulement en 34-44, ça c'est pour les initiés, hein, et dans les années 70, que s'est exercée une tyrannie du langage et que Pachet y a résisté, c'est aussi sur sa mère et dans les années 2000 que cette même tyrannie effectivement s'est exercée et qu'il a pu, et il me semble que pour l'essentiel c'est ce qu'il décrit, c'est la manière justement dont elle y a résisté, plus ou moins justement avec son aide. Donc à la fois subie donc comme une tyrannie et assumée activement comme le style même d'une vie humaine, la parole sans laquelle on ne peut vivre. Soit encore le témoignage, comme il dit, d'un cerveau incroyablement performant qui au demeurant ne saurait guère mourir que de mort violente. J'en finis par me dire qu'un cerveau c'est si riche, si complexe, que ça semble pouvoir se régénérer ou en tout cas s'auto-réparer sans fin, entre parenthèses, tant bien que mal. Et c'est ce qu'il dira évidemment à la fin avec l'Odyssée de l'espace et la manière justement dont peut mourir un cerveau, par mort violente. Alors au fil de cette observation minutieuse, maintes réflexions sourdes à fleur de regard et d'ouïe, tout particulièrement sur la parole de sa mère, et la question de savoir si elle parle, alors même qu'à première vue, c'est à peu près la seule chose, comme il dit, la seule chose, la dernière chose qu'elle fasse. Ou si, sa parole blessée, comme il dit, ses propos plus ou moins décousus et sporadiques, non adressés et non référés, ne sont pas vraiment, ne sont plus tout à fait une parole. À l'instar des propos de ce qu'il appelle la personne qui dégringole, à différencier du clochard, sa parole incontinente déborde d'elle, n'est plus tout à fait une parole, elle ne crée pas d'altérité, elle est la solitude même. Donc ce ne serait plus tout à fait une parole, mais, comme il dit, les restes d'une parole désormais à la dérive et en voie de dislocation. Ainsi, relatant une période d'exténuante logorrhée ou de paroles incontinentes, je cite parce que le texte est vraiment très beau, « Elle, la pauvre, qui n'était ni bavarde ni expansive, mais ironique. Je dois faire un effort pour me souvenir que, quoique ne manquant pas de gaieté ni surtout d'humour, elle n'était pas exubérante ni bavarde, alors que désormais, la parole allait gagner en elle. » De même, d'ailleurs, je note que, je cite, « Le temps n'est plus seulement cet ennemi qu'elle tenait en respect, le temps l'a emporté sur elle, et le temps la tient à partir de là, dans ce qu'il appelle cette attente à ce point indéfini qu'elle a oublié qu'il pouvait y avoir quelque chose à attendre, ou ceux qui attendent sans rien attendre. » Je dirais que c'est là effectivement une dure épreuve pour son fils, expert qu'il se pique d'être en patience et impatience. Je cite ce texte qu'il met entre parenthèses. « J'ai écrit plusieurs fois sur la patience et l'impatience, que je connais bien toutes les deux. » Enfin, me semble-t-il, surtout la seconde. Mais cette fois-ci, je dois envisager une autre patience,
celle qui consiste à endurer l'absence de secours ou de recours, le Hilflosigkeit freudienne, la période ou la situation de la vie pendant laquelle il n'y a rien à attendre de l'avenir, alors que le temps continue à s'étendre, à s'étirer impitoyablement. Et encore cette formule un tout petit peu plus loin, quand nous n'avons plus rien à faire qu'à mâcher le rien. Alors c'est cette attente et c'est évidemment cette patience à ce moment-là donc qu'il faut évidemment avoir. Eh bien donc, relatant une période d'exténuante logorrhée, Paché remarque avec acuité que si sa mère perd la parole, c'est en perdant la capacité de se taire, ou la précieuse aptitude à ne pas parler. De même, me semble-t-il, le délitement de la mémoire est aussi bien envisagé comme la perte d'un certain art de l'oubli. Non pas seulement d'ailleurs de la capacité de remiser tel contenu de pensée dans l'assurance de le reprendre à son gré, ce qu'on appelle en général mémoire de travail, mais encore de la compétence en vertu de laquelle il nous est loisible de fixer une idée et d'en suivre le fil, à la condition de filtrer, d'écarter et d'oblitérer provisoirement toutes les pensées incidentes et importunes qui ne cessent de nous assaillir. En sorte que, faute de pouvoir absorber, ça c'est une capacité de l'esprit tout à fait énigmatique pour Paché, mais essentielle, c'est que l'esprit absorbe, l'esprit éponge en quelque sorte. Eh bien donc, faute de pouvoir absorber ou éponger cette prolifération, l'esprit y est livré de manière épuisante et stérile, à moins alors de différencier à toute force ce qui tend à se confondre dans un discours intérieur unique, sans plus de controverses, sans plus d'objections, etc. De sorte alors, donc, par exemple, dans les dialogues que sa mère entretient au début de cette période, avec des personnages divers, etc., et Paché note, de sorte alors que l'espace de sa pensée, s'il ne lui donne pas accès à la réalité commune, reste respirable à l'intérieur de ces dialogues où il y a des différenciations tout à fait arbitraires et absurdes, mais des différenciations se font encore. Impossible, évidemment, donc, de ne pas mentionner le questionnement à vif sur la solitude. On pourrait penser qu'elle est en train de devenir folle de solitude. Il me semble que, comme autobiographie de mon père, ce livre procède d'un aperçu vertigineux sur l'intimité de l'autre, d'un coup d'œil furtif sur cet espace désolé et aride. Pourquoi tu fais des contes ? Tu es angoissé, puisqu'elle, c'est un moment où elle fait des contes qui deviennent d'ailleurs complètement absurdes et décousus, etc. Pourquoi tu fais des contes ? Tu es angoissé ? Elle. Non, ça me distrait. Commentaire. C'est comme si j'avais été admis à regarder à la dérobée, dans l'espace de sa solitude quasi absolue. Aperçu d'autant plus frappant que l'observateur, pour sa part, on a parlé hier, ça m'a un peu étonné d'ailleurs, du caractère solitaire de Pierre, eh bien il me semble au contraire donc que l'observateur, pour sa part, ne peut souffrir la solitude. Je cite, « Je pense à cela avec mon impatience, oui, je le reconnais quand même, mon impatience propre, la panique que j'éprouve et que j'ai du mal à endiguer lorsque je vois s'ouvrir devant moi une journée sans rencontre, sans compagnie agréable. » Alors donc ce questionnement sur la solitude, dès lors que, favorisé, cruelle ironie du sort, par le talent étrange qui lui reconnaît de s'abstraire des choses réelles, et à exceller par exemple dans le calcul mental, eh bien elle en vient à faire perdre le sens de l'altérité, à mesure, je cite le grand âge, que c'est le réel qui lui échappe, le réel délimité par une blessure toujours ravivée, rafraîchie chaque jour, et qui désormais s'éloigne, se confond avec rêve et pensée, se diffuse et perd, je pense que l'expression est remarquable, et perd son secourable tranchant. Questionnement également sur la dépendance de rigueur du dialogue intérieur au regard de la conversation avec les autres, avec des personnes qui soient garantes du monde. Comme s'il y avait, dit-il, dans le fait d'être humain, quelque chose de trop lourd à porter tout seul, ça c'est une expression pachétique au maximum. Faute de quoi, la vie intérieure bascule dans un théâtre, un carrousel ou un manège de paroles que personne ne conduit, devient un hall où passent et repassent des propos à peine assignés à des personnages instables, non sans trahir la brisure de la fonction du jeu et de la fonction du quelque part.
Je cite, même si c'est un peu long. Où est-ce que c'est? Oui. En russe, alors je ne vais pas le citer en russe, en russe. C'est lui qui dit ça, non, en russe, deux points. Je veux vous dire qu'elle a dit que mes parents, que votre mère, que votre père... Bon, c'est le propos de sa mère. Commentaire. C'est le « je veux vous dire » qui donne le départ, comme une impulsion de dire, une façon de se jeter dans le vide sans écoute. Puis, les personnes échouent à se camper les unes en face des autres. Le « elle » est un jeu avec lequel elles ne paraissaient pas pouvoir coïncider, comme le jeu de « je veux vous dire » ne semblait pas lui appartenir personnellement, mais n'être guère plus qu'une forme figée, aussi figée que la formule si souvent répétée dans laquelle il était enchâssé. Alors que pour chacun de nous, depuis un certain moment de notre apprentissage du langage, le jeu, cette formule si banale qui est faite pour passer de bouche en bouche, nous représente notre identité, une identité qui semble ne pouvoir nous être arrachée. Illusion. On peut nous l'arracher par la contrainte. Répète après moi. Je suis un âne. Je suis une pute. Je suis un traître. Qu'il s'agisse de la contrainte de l'éducation, de la tyrannie sexuelle ou politique, ou comme dans le cas de ma mère, simplement de la tyrannie du langage qui tourne sur lui-même, stéréotypé et devenu inefficace. Et il faudrait marquer ensemble justement ce rectangle en quelque sorte des tyrannies entre la tyrannie politique, la tyrannie sexuelle, la contrainte de l'éducation, bon, tyrannie, bon, et puis justement cette tyrannie du langage qui les résume peut-être d'ailleurs, qui résume peut-être les trois autres en quelque sorte, et qui précisément donc s'exerce sur sa mère. De la même façon, donc la fonction du quelque part, je cite cette formule, ne sachant pas où elle était, ni qu'elle était quelque part. Donc parole qui a cessé d'être habitée personnellement, mais dans laquelle ne subsisterait-il que l'intention de parler, que la velléité ou l'envie de parole, comme il dit, que le besoin de dialogue, du dialogue, de la conversation, fût-ce en se mettant à jouer les divers rôles des interlocuteurs, c'est encore une bouffée d'air à respirer, de l'air humain. À propos de son mantra ou de la formule talisman, là je vais m'y mettre quand même au russe, Yakatshuvam skazat, bon, j'espère que Cantor n'est pas là, ce qui est bon, ça veut dire « je veux vous dire », c'est comme si ce titre de sa parole lui donnait une bouffée d'air à respirer, de l'air humain. Tant l'humanité du langage, alors je cite Paché, là c'est une phrase qui me semble importante, l'humanité du langage, ce n'est pas sa cependant si remarquable technologie, les phonèmes, l'aptitude à les combiner, à former des phrases, à comprendre et moduler des intonations, et j'arrête là ma citation provisoirement, puisqu'il me semble que ce qui est indiqué ici, évidemment, forcément, comme dirait Marguerite Duras, on en a parlé hier, c'est que la linguistique, précisément, eh bien, elle traite de cette si remarquable technologie, et en ce sens, évidemment, elle a tout à fait son intérêt, etc. Mais quand il n'y a plus qu'elle, et c'est ce qui tendanciellement arrive à sa mère, puisqu'aussi bien il remarque que ce qui semble se défaire en elle, ce n'est pas tant la syntaxe, ni en russe ni en français, non, cela se maintient tant bien que mal. Eh bien, quand il n'y a plus qu'elle, elle vire évidemment donc à la tyrannie. Donc, je reprends, l'humanité du langage, ce n'est pas sa cependant si remarquable technologie, mais plutôt la façon dont il suscite une générosité des personnes, dont il les encourage à se fier à lui, à l'associer à leurs émotions, à se lancer dans une sorte de vide qui est le vide entre les personnes, ce vide entre les personnes qui est constitutif de la reconnaissance d'autrui. J'arrive plus à me lire. Oui, comme si le mouvement était double, à la fois... Ah, c'est toi, et je suis autre que toi. C'est-à-dire, reconnaître, c'est presque, dit-il, le contraire d'être absorbé. Donc, reconnaître, c'est essentiellement, enfin, pas essentiellement, enfin, voilà, de manière essentielle, reconnaître ce vide, justement, donc, entre les personnes. Eh bien, ce qui suppose, précisément, donc, d'acquiescer avec confiance à ce que l'émotion indique, de croire qu'on va être accueilli, reçu, comme l'acrobate se fie aux bras et aux mains solides de son partenaire pour le recevoir. Aussi bien pour stéréotyper qu'elle soit,
cette parole, ni adressée ni expressive, n'est pas pour autant désaffectée, mais demeure traversée de fugaces soubresauts émotifs. Cependant, là aussi, par bref accès, elle émet des morceaux de phrases plaintives, je sais, elle émet des morceaux de phrases plaintives, voire sanglotées, comme les doigts d'une main iraient éveiller au bout du clavier des notes tristes pour les éprouver, se les faire entendre, et sans s'y attarder, alors que le chagrin d'ordinaire appelle une prolongation, un écho, la continuation d'une vibration qu'on n'interrompt pas d'un coup. Oui, alors je m'accélère. Je voulais simplement donc mettre en rapport justement donc avec l'autobiographie de mon père et la manière dont le texte se trouve structuré. Je dirais que cette fois, donc, ça n'est plus ce qu'il appelait dans l'autobiographie de mon père la folle présomption d'avoir en tête la voix de son père pour s'en faire le scribe, écrivant comme à sa demande et sous sa dictée, mais répondant encore à une exigence ou remplissant un devoir, ce qu'il appelle des exercices d'écriture et de piété, l'une n'allant pas sans l'autre, et qui consiste à faire entendre la parole de sa mère, cette parole brisée, voire en débris, telle des bijoux ou des reliques. Mais je voudrais souligner quand même qu'il ne s'agit pas seulement de recueillir des perles ou pieusement des débris par respect religieux, même si c'est pris en compte évidemment par Paché, car aussi bien ces exercices d'écriture et de piété requièrent que ces reliques sacrées soient proprement humaines. C'est-à-dire non pas des informations, comme il dit. Non, information, ça ne va pas. Information, ça concerne la linguistique de nouveau. Enfin, c'est là d'ailleurs qu'elle est explicitement mentionnée. Donc ce n'est pas les informations. Ce que je perçois d'elle par les rares paroles qu'elle prononce, par celles plus abondantes qu'elle prononçait naguère, ce ne sont pas les abstractions ou les unités artificielles que diverses théories, dont la linguistique, nomment des informations, ce sont des éléments proprement humains, des souvenirs, des émotions, des noms, des phrases, des rêveries. Donc ce qui est requis, c'est que... Jusqu'à mon quart, d'accord. C'est qu'il y ait, comme il dit, quelque chose d'intéressant que je puisse justement recueillir et pour donner lieu justement à ces exercices d'écriture et de piété. Mais il y a là néanmoins une sorte de présomption qui est de coïncider avec l'esprit de sa mère, à quelque distance, comme il dit, sidérale justement qu'elle soit, d'y aller et de la ramener quelque peu, douloureusement, dans le cercle proprement humain d'une parole partagée. Donc ce qui s'élabore par là, et j'arrête très vite, ce qui s'élabore par là, donc, c'est ce qu'il appelle un travail commun entre lui et sa mère, entre sa mère et lui, je dirais plutôt, et d'une lutte. Alors il y a un passage extraordinaire sur la lutte, je vais lire comme ça. Où est-ce que c'est ? Je m'obstinais à lui rappeler le réel, à lutter contre elle, à affirmer les faits comme pour l'honneur, le sien, le mien, l'honneur de la réalité. Nous nous disputions follement comme des mendiants autour d'un chiffon, puisqu'elle ne veut pas accepter que son mari soit mort depuis 40 ans. D'ailleurs, il a transigé 35. Non, il est mort hier. Bon, etc. Bon, je passe. Dernier paragraphe. Pourquoi enfin en faire un livre ? Eh bien parce que cette investigation de l'envers indéracinable de la pensée, généralement recouvert et inaperçu, intéresse tout un chacun et prodigue des lumières sur ce que c'est que parler, ce que c'est que reconnaître les choses et les gens, que cette parole, qu'elle parle ou non, en dit long sur l'indéfectible envie ou désir de parler et d'être entendu, comme sur les conditions de son succès. Bref, que cette éclaireuse ou cet envoyé spécial qui monte vaillamment la garde sur les marches de l'humain nous concerne tous. Et je m'excuse, Madame la Présidente, d'avoir été trop long.